Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques minutes. Il est 13h28, donc on passe en live, mais voilà, on va attendre 2 minutes avant de démarrer pile poil à 13h30. J'ai l'impression que personne n'est encore arrivé, Perrine. A priori, tout va bien. Ah, si, ça arrive. Je vois 6 personnes. Hein. Si. Voilà, là, ils sont déjà 6. Donc, on va attendre peut-être un petit message sur le chat pour ça marche, je m'en charge. Ça marche, super. Nous avons déjà un bonjour de Mathis. Oui. Bonjour Mathis. On est un petit peu en avance, mais voilà. On avait trop hâte d'être en ligne. Bonjour Aurore également. Et Sophie. Donc pour les nouveaux arrivants, nous allons commencer à 13h30 pétante. Voilà, on est un petit peu en avance. On fait durer le teasing pendant 13h30. On est content en tout cas de revoir des personnes qu'on a déjà vues, donc ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui suivent carrément toute la saga. Bah, merci à vous. Hein. Oui, c'est vrai que je reconnais quelques prénoms, notamment sur le grand débat de ce matin. Le grand débat avec tous les RH présents, donc super. Et puis donc avant de commencer pile poil, je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande en privé si un replay sera disponible, donc vous aurez accès au replay à la fin de la semaine des RH contre-attaque. Donc si vous avez un empêchement, vous aurez le replay. Bonjour à chacun, chacune. Eh bien, je vois qu'il est 13h30 pétante, c'est bon, nous allons démarrer. Donc bienvenue dans ce 4e épisode de la semaine des RH contre-attaque. Le 4e épisode qui s'appelle « Créer du collectif à distance ». Alors, effectivement, on a remarqué qu'il y avait quelques noms déjà connus. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, continuez à vous présenter sur le chat, à interagir, à échanger, à poser vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas à le faire. Nous, on aime beaucoup quand il y a de l'interaction. C'est vraiment l'objectif que ce soit vivant. Et puis, c'est l'heure du café. Donc, peut-être que vous aviez une eau chaude ou un café, un bon café à vous. Avant qu'on se présente, pourquoi cette thématique en quelques mots, créer du collectif à distance, finalement, c'est vrai que 2020 a marqué une nouvelle ère dans cette façon de travailler pour beaucoup d'entre nous et c'est vrai que de manière plutôt forcée, notamment avec le télétravail qui a été imposé pour beaucoup. Et puis, ce qui a été assez difficile, certainement pour vous, RH, managers, dirigeants ou peut-être même consultants qui nous regardaient, parce que ça a été révélateur de difficultés, peut-être de mobiliser, de contradictions, de décalage. Donc, bienvenue dans cette table ronde. On va être là pour parler justement de tous ces sujets. Je suis Perrine de l'équipe des Ateliers Durables et j'ai le plaisir d'être accompagnée de 4 Jedi qu'on va avoir en visu sur les slides bientôt. Donc, nous avons tout d'abord Camille Rabineau. Enchantée, bonjour à tous. Yes. Qui est spécialiste donc des façons de travailler nouvelles et qui est fondatrice du cabinet Comme on travaille. On a Rim Louechi, qui est fondatrice de la Maison des Intelligences Collectives et qui est une ancienne DRH pendant 15 ans et coach également. Nous avons Marianne Nimmler, qui est chef de projet transverse RH chez e-Voyageurs SNCF. Et puis, nous avons Edouard Fay, directeur du développement chez Team Starter. Bonjour à tous. Et puis, à côté, nous avons Benjamin de l'équipe des Ateliers Durables qui va... Vas-y. Oui, merci Perrine. Et Benjamin qui aujourd'hui, moi je vais m'occuper de tout ce qui est modération, chat, donc n'hésitez pas à vous poser toutes les questions. Je vais être dans l'ombre, mais je ferai remonter tout ce que vous avez à dire. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver ce midi. Et puis, de quoi on va parler plus précisément. Donc, il va y avoir 4 grandes parties. Alors, on a essayé de thématiser avec justement l'univers des RH contre-attaque. Pour la première partie, on va parler de les défis que posent ces nouveaux modes de travail actuels. Donc, cet empire finalement éclaté.
Ensuite, on va parler du rôle des RH qui a sans doute évolué. Donc, quel rôle pour améliorer la situation, organiser la riposte. Et puis, on va essayer de partager le plus de bonnes pratiques et d'outils pour continuer à mieux accompagner vos équipes, chérir sa tribu. Et à la fin, et surtout, on sera bien friand, bien preneur de vos retours sur finalement qu'est-ce qu'on se souhaite pour le travail de demain. Voilà pour le programme. Du coup, finalement, j'ai envie de me tourner vers Camille et de te demander finalement avec le recul à quoi correspond cet empire éclaté. Quels défis posent ces nouveaux modes de travail actuellement? Ouais. Oui, donc peut-être bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Pour démarrer, peut-être une petite mise en perspective, voir d'où on parle. Peut-être certains d'entre vous étaient là, mais je voulais ouvrir cette session en disant qu'il y a 1 an exactement, Benjamin, je pense que tu t'en rappelles, on faisait un webinaire comme ça, courage, à peine 1 semaine après le début du confinement, pour déjà essayer de vous accompagner sur ces bouleversements énormes qui étaient en train de se mettre en place. Et déjà à l'époque, je disais que le télétravail qu'on était en train de découvrir, en fait, il n'avait rien à voir avec le télétravail qu'on avait pu expérimenter auparavant. Et en fait, c'est toujours vrai aujourd'hui, avec un peu ce paradoxe que des accords sont en train de se signer un peu partout, voire ont été signés. Et en fait, ils peuvent toujours pas vraiment s'appliquer comme ils devraient parce qu'on est dans ce régime exceptionnel. Et pourtant, on doit réinventer les manières dont on veut travailler demain à la lumière de cette nouvelle expérience. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue du collectif, qui est le sujet du jour, le collectif éclaté? Eh bien, là aussi, ça se manifeste, cette nouveauté. C'est-à-dire que le cercle vertueux, confiance, autonomie, qui était à la base de ce qu'on peut appeler un peu un pacte du télétravail, puisqu'avant, c'était, vous savez, le fameux double volontariat, le salarié demandeur était conforté par son manager dans la possibilité de télétravailler. Eh bien, ce cercle vertueux, en fait, il s'est brisé. On n'a pas demandé l'avis ni au manager, ni aux collaborateurs avant de se jeter dans ce grand bain du télétravail. Et donc, alors, je vais peut-être demander si les non-locuteurs peuvent boucher le micro, parce que du coup, c'est un peu perturbant. Merci beaucoup. Je dis, en parallèle, c'est 100% de la vie d'équipe, ou presque, qui se retrouve à distance avec le bureau, finalement, qui était le point névralgique de la vie d'équipe, qui remplit plus ce rôle. Et donc, c'est ce paradoxe sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'en fait, depuis 1 an, on a transposé en ligne notre vie de bureau, avec toutes les limites que ça a. Certains n'hésitent pas à parler de présentéisme en ligne. Et en fait, ce qu'on constate, c'est une espèce de connexion permanente. Je vais revenir sur quelques chiffres là-dessus, mais je suis sûre que vous les avez vus. De connexion permanente, mais qui n'empêche pas le sentiment, parfois, pour certains salariés, pour vous donner quelques... Avant que tu attaques quelques chiffres, j'en ai quelques-uns justement, puisqu'on a interrogé les personnes avec un petit sondage. 73% de ceux qui nous suivent aujourd'hui nous suivent depuis leur domicile où ils travaillent. Voilà. 22% du bureau et 7% sont off, mais regardent quand même le webinaire. Comme ça, on avait bien fait de mettre cette option. Ça me fait très plaisir. Merci alors de nous accorder ce précieux temps libre. Non, mais donc ces chiffres-là montrent bien à quel point on est dans ce mode hybride éclaté. Et moi, ce que je voulais vous donner comme data, c'était, vous savez, il y a le National Bureau of Economic Research, donc qui dépend de Harvard, qui avait analysé plus de 3 millions de communications électroniques au moment du confinement et qui avait trouvé que, pendant ces périodes, le nombre de réunions avait bondi de 12%, le nombre de participants aux réunions aussi, le nombre d'emails envoyés aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient trouvé aussi que le temps passé total en réunion avait diminué. Et donc, moi, la façon dont je l'interprète peut-être, mais tout ça est encore à étudier, c'est que tout le small talk, un peu tout l'enrobage un peu informel qui peut donner parfois un peu plus de chair humaine et de chaleur aux réunions, en fait, il a disparu dans ces formats. Donc, la conséquence, c'est cette surconnexion qui n'empêche pas l'isolement, ce qui avait d'ailleurs bien été démontré dans un autre baromètre Opinionway Empreinte humaine en juin dernier, où 60% des répondants disaient avoir plus de réunions, mais 39% des mêmes se sentaient isolés.
Et donc, on pourrait presque parler d'un risque finalement d'avoir des interactions sans qualité. Des interactions qui pourtant sont capitales hein, dans notre vie sociale et dans notre qualité de travail, risque de perdre en qualité. Donc voilà, on mesure pas encore bien l'amplitude hein, des changements psychiques, cognitifs, sociaux de ces nouvelles interactions. Et là-dessus, je vous invite à regarder une étude dont on commence à parler pas mal, qui vient de sortir, une étude de Stanford sur la Zoom fatigue, et qui est vraiment édifiante, hein, qui montre que le contact permanent qu'on a dans les visios, le fait de se voir nous-mêmes un peu comme un miroir, qui déclenche des charges cognitives énormes. Et donc, eh bien, dans cette toile de fond-là, moi, ce que je vois dans l'entreprise que j'accompagne, c'est un petit peu la quête de nouveaux grades. Alors, je sais pas c'est quoi le nom de Star Wars là-dedans, mais en tout cas, la quête de nouveaux totems qui sont les rituels, l'informel, c'est-à-dire comment on peut recréer cette relation de qualité qui véhicule du plaisir, celle qu'on a en fait dans la coprésence, hein, dans le fait d'être vraiment ensemble, tout simplement. Nous sommes des êtres sensibles. C'est un paradoxe parce que dans cette recherche du rituel, il y a comme un peu une volonté d'institutionnaliser l'informel, hein, de finalement mettre un cadre à ce qui est spontané. Donc voilà un peu pour cette première entrée en matière qui nous pose l'ampleur des défis de l'Empire. Et je passe la parole à toi, Rim, valeureux Jedi. Merci beaucoup, Camille. Merci pour ces informations et ces chiffres aussi qui sont éloquents et qui rejoignent également une étude Work Anywhere qui a été publiée en fait en mai dernier, mais qui a été réalisée en avril 2020 sur un public de 6500 salariés et qui indique que les mécanismes de coopération ont été pour beaucoup altérés en télétravail. Alors, altérer comment? Alors, Camille, tu nous en parles, hein, une augmentation du nombre des réunions, du nombre d'emails, etc. Mais ce qui est également beaucoup décrié par les salariés qui ont été interrogés, c'est une utilisation augmentée d'outils de reporting, la création en fait d'un certain nombre de fichiers de reporting, du nombre de réunions et de points sur le travail qui est en cours, qui a des répercussions assez désastreuses en fait sur un certain nombre de salariés interviewés. Alors, on sait aujourd'hui que le contrôle du travail est de la responsabilité du manager. OK. Mais à distance, le constat, c'est que c'est pas possible de l'utiliser ou de faire en sorte que ce contrôle se fasse de la même manière qu'en présentiel. Pour plusieurs raisons. Ceux qui sont autonomes, hein, donc tous les salariés qui ont plutôt une certaine autonomie dans la manière dont ils peuvent gérer aujourd'hui leur travail, ont une défiance qui a été augmentée vis-à-vis de leur manager, notamment vis-à-vis de ces outils de reporting. Et les phrases qu'on entend, c'est « il ne fait pas suffisamment confiance »,« elle est derrière mon dos à vérifier ce que je fais »,« je n'ai plus 10 ans », etc., etc. Donc, ce sont des verbatims qui ont été recueillis à l'issue de cette étude. Ceux qui ne savent pas travailler seuls, et il y en a, et vous certainement en tant que RH, vous êtes confrontés aussi à des remontées de managers ou des remontées de salariés, de collaborateurs qui ont besoin des autres en présentiel pour pouvoir travailler, sont souvent privés du soutien de leurs collègues de travail et peuvent prendre du retard. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est effectivement désastreux en termes de conséquences sur l'estime de soi et la culpabilité. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent se mettre également à douter de leur capacité avec un sentiment d'abandon de la part de leurs collègues ou de la part de leur manager. Et tandis que du côté du manager, ce qu'on voit, c'est qu'une absence en fait de réponse de leurs salariés aux emails qu'ils adressent ou une réponse qui est très tardive, selon eux, peut être également interprétée comme du désengagement. La difficulté qui se passe, c'est qu'appeler tous les matins ou prévoir 15 réunions dans la journée ou bien multiplier le nombre d'emails pose question, pose difficulté pour savoir ce qui a été fait. C'est pas forcément aujourd'hui, c'est qu'il y a de mieux, on le voit bien. Et ça ajoute une surcharge mentale pour l'ensemble des salariés et peut-être que vous avez également en tant que RH des remontées à cet endroit. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est incontestable, c'est que le travail à distance accélère la transition managériale. On en parle depuis un certain nombre d'années. Le travail à distance va sonner le glas, et je le dis de manière un peu solennelle, le management de type command and control que vous connaissez dans un certain nombre de structures. Et donc, elle incite les managers à repenser leur valeur ajoutée et la façon dont ils exercent en fait leurs fonctions. Et pour moi, en tant qu'ancienne RH, il y a une absolue nécessité que ce management évolue vers franchement plus de soutien professionnel, beaucoup plus sur la confiance, sur la délégation de responsabilité, l'autonomie, l'initiative et le respect de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors,
je me mets un peu à votre place et je me dis, en tant que RH, vous rencontrez probablement aussi des managers qui rencontrent des difficultés dans ce contexte. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Quel est leur rôle? Ils ne sont plus forcément le centre du monde aujourd'hui, donc comment font-ils pour exister alors que leur job est en pleine redéfinition? Et ça fait partie des questions que l'on se pose aujourd'hui. Et après cette slide, je passe la parole donc à Marianne. Merci Rim. Donc effectivement, moi je vais un peu plus vous parler du coup de finalement comment est-ce que ça peut se décrire au sein d'une structure. Donc je vais surtout parler de comment ça se passe au sein d'e-Voyageurs. Simplement pour vous donner un petit peu des éléments de contexte, e-Voyageurs c'est la filiale de la SNCF d'environ 1500 collaborateurs qui s'occupent finalement du digital client. Donc nous ça se passe d'une certaine manière en fait. De notre côté, les leviers d'action qu'on a côté RH, c'est surtout par rapport à, en fait, il découle de la symétrie des attentions. Donc la symétrie des attentions, c'est finalement nos collaborateurs s'efforcent continuellement d'enrichir finalement l'expérience de nos clients. Et côté RH, nous faisons la même chose. Nous nous efforçons effectivement d'enrichir continuellement l'expérience et le bien-être de nos collaborateurs. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la politique RH, comment est-ce que ça se décrit, comment est-ce que ça se passe concrètement, c'est qu'on innove sans cesse autour de notre politique RH. Donc, typiquement, donc, ce que nous avons pu mettre en place, c'est finalement un télétravail à 100% de l'ensemble de nos collaborateurs du jour au lendemain, donc c'est-à-dire le 15 mars dernier, étant donné que le télétravail est dans nos pratiques depuis 2012. Donc, ça fait déjà un moment qu'on y travaille, et donc finalement, le switch a été très rapide et plutôt simple. Nous avons également pu mettre en place un numéro d'assistance à nos collaborateurs. Nous avons également pu recruter, intégrer nos nouveaux arrivants, voilà, en mode de 100% en ligne. On a pu effectivement assurer la bande passante parce qu'on sait aussi qu'au niveau informatique, c'est pas toujours évident. On avait pu effectivement assurer la bande passante ainsi que la sécurité informatique pour offrir les meilleures conditions à nos collaborateurs pour travailler à distance. D'un point de vue maintien du lien social, on a pu revoir également l'ensemble de nos dispositifs. Donc effectivement, si je vous donne quelques exemples, nous avons pu retravailler notre programme de qualité de vie au travail, de bien-être des collaborateurs, de le recentrer en fait sur le développement personnel de nos collaborateurs, de recentrer ce programme-là sur la création du collectif à distance et également promouvoir l'engagement responsable de nos collaborateurs. Donc ainsi, nous avons pu lancer une communauté d'ambassadeurs, donc une vingtaine d'ambassadeurs issus de l'ensemble de nos départements ainsi que l'ensemble de nos sites pour finalement apporter une force de frappe plus importante à ce programme de bien-être et également pouvoir intégrer plus largement la voix de nos collaborateurs. Donc, au sein de ce programme-là, nous avons du coup pu mettre en place des programmes de téléange gardien pour vraiment nous assurer que voilà, le contact continue au-delà du coup des échanges professionnels virtuels que nous avons pu avoir. Nous avons également pu mettre en place des rendez-vous bien-être pour prévenir les risques psychosociaux, pour prévenir les TMS, et nous avons également pu voilà, mettre en place un certain nombre de moments de convivialité pour que les collaborateurs puissent se retrouver à distance et dans ces nouveaux modes d'échange. Nous avons également revu finalement nos modes de communication. Donc, nous avons pu lancer des nouveaux dispositifs. Typiquement, nous organisons aujourd'hui des rendez-vous avec l'ensemble de nos équipes, donc qui s'appellent des All Staff Meetings, qui ont lieu finalement tous les mois, des réunions avec les managers également toutes les 2 semaines, des webinaires RH pour être au plus près et expliquer, enfin voilà, avoir vraiment un contact aussi RH avec les collaborateurs, et ce, voilà, de manière régulière et fréquente. Et toutes les semaines, nous envoyons également une enquête que nous appelons Gardons le contact pour justement faire en sorte que nos collaborateurs, on puisse les entendre, on puisse également ajuster un certain nombre de dispositifs si besoin il y a. Donc, un certain nombre d'actions qui ont pu être mises en place. Et ce que nous n'avons pas oublié, c'est de continuer à innover. Donc, nous continuons sans cesse d'innover dans le cadre de co-construction, d'ateliers de co-construction, pour justement anticiper finalement la suite avec nos managers et nos collaborateurs. Donc, typiquement, nous avons pu organiser ce type d'atelier à distance avec les outils qui allaient bien pour, par exemple,
travailler sur notre nouvel accord télétravail qui a pu être mis en place à partir de janvier 2021. Et le point qui a été également très important dans ce déploiement de dispositifs, c'est également de continuer à organiser des événements à distance, étant donné que les moments de convivialité sont de plus en plus rares à distance, qu'en tout cas c'est compliqué d'en organiser, de se retrouver. Donc on a mis un point d'honneur aussi à continuer à célébrer nos réussites ensemble. Pour donner quelques exemples d'événements, nous avons pu organiser des quiz à Noël, nous avons pu organiser des événements plus RSE de team building et également des cours de cuisine, simplement pour se retrouver. Voilà pour les quelques points pratiques. Et je passe la parole. Alors, je ne sais plus à qui. À moi. Je la reprends. Oui, en tout cas, je pense que ce que tu disais, Marianne, ça illustre bien cette nécessité d'innover et d'être dans cette transition justement managériale dont parlait Rim. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on pourrait dire en transition sur finalement le nouveau rôle pour les RH associé à ça, c'est que alors nous, on a eu beaucoup de contributions de votre part quand vous êtes inscrits. Et encore grand merci parce que ça c'est hyper apprenant et très riche sur finalement qu'est-ce qui est remonté sur 2 rôles clés durant la crise. Si on prend un peu de recul. Pour vous, c'est dans cette évolution du rôle de RH, ça a été finalement vraiment accompagner tout le monde pour que tous soient sur un même pied d'égalité et recréer du lien avec les personnes. Alors en quelques exemples, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais voilà, 5 exemples qui illustrent ça de par vos témoignages. C'est par exemple les fiertés qui ressortent de ces nouveaux rôles, c'est avoir mis en place un journal interne pendant le premier confinement, par exemple, motiver, fédérer et mobiliser des collaborateurs pour créer un clip sur les gestes barrières. Quand ma chef m'a dit que j'avais réussi à faire changer de point de vue ma hiérarchie sur le télétravail, et ça, je pourrais en parler très souvent, ça c'est un sujet avant qui était très compliqué, et effectivement la crise a peut-être aussi accéléré ça. Avoir réussi à mettre en place une charte sur le télétravail, donc c'est ce que tu disais Marianne, le fait d'être en télétravail à 100% et de me sentir encore plus proche de mon équipe qu'avant. Voilà, donc ça c'est des exemples qui vraiment illustrent le fait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'évolution de ce rôle, dont tu donnais plusieurs exemples, Marianne, et peut-être Édouard, par rapport à cette question de recréer du lien avec les personnes qui peut-être en termes de sentiment d'appartenance se sentent un petit peu je dirais décalées en fait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça? Oui, bien sûr. Justement, c'est la parfaite transition parce que justement, vous parlez justement de projets, de petits projets qui ont pu être mis en place en entreprise par les collaborateurs. Effectivement, nous, on s'est rendu compte, en fait, nous, ça fait 3 ans qu'on accompagne aujourd'hui les entreprises pour permettre à leurs collaborateurs de monter des projets en interne. Et là, c'est vrai qu'avec la crise, avec le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de projets qui tombaient à l'eau. Les boîtes à idées qui permettent aux collaborateurs de leur dire « allez-y, rendez-vous acteurs de votre entreprise ». Là, il y avait à peine 2% des idées depuis cette crise qui ont vraiment vu le jour parce que tout le monde est à distance, c'est beaucoup plus compliqué de collaborer et on n'a plus forcément la tête à ça. Et donc, du coup, il est nécessaire et urgent de recréer ce sentiment d'appartenance entre les collaborateurs et l'entreprise et entre les collaborateurs eux-mêmes. Donc, ça va en onboarding et puis après, ça va dans les nouvelles méthodes de travail. Et du coup, nous, ce qu'on propose vraiment, c'est, alors c'est peut-être un parti pris, mais bon, c'est à prendre ou à ne pas prendre, mais c'est vraiment de créer une culture projet entre les collaborateurs. L'idée, c'est vraiment de leur dire, écoutez, maintenant, vous allez vous rendre acteur de nos enjeux. Et typiquement, aujourd'hui, c'est les enjeux de sentiment d'appartenance, créer une culture commune. Et ça passe beaucoup par des projets de qualité de vie de travail, de répondre aux irritants du quotidien et des projets aussi RSE. Tous les projets qui sont un petit peu à la frontière perso et vie pro, c'est des projets qui parlent beaucoup, qui engagent et qui fédèrent. Et donc, d'ailleurs, en termes de projets, on en a vu émerger pas mal lorsqu'on accompagne, on a accompagné plusieurs entreprises.
notamment en premier lieu sur les partages de bonnes pratiques en télétravail, comment voilà dissocier vie pro et vie perso, c'est hyper important. Il y a aussi beaucoup de projets tournés autour de l'écologie en ce moment. Donc, comment devenir une entreprise CO2 neutre. On a vu un collaborateur qui a calculé tout l'impact carbone qu'avait son entreprise en calculant le nombre de collaborateurs qu'ils étaient, leur manière de vivre, etc. Et du coup, ils sont tous allés planter autant d'arbres qu'il fallait pour réduire cet impact carbone à zéro. On a eu des ateliers vélo de réparation pour ceux qui continuaient de quand même devoir se rendre au bureau. Mine de rien, on a aussi vu des entreprises, on parle beaucoup de télétravail, mais qui ont quand même dû maintenir et qui sont complètement en décalage par rapport à tout ça et qui ont dû maintenir quand même beaucoup plus leur activité sur le terrain. Je pense notamment à certaines filiales avec qui on travaille de la SNCF et qui ont dû maintenir leur maintenance sur les chantiers, etc. Et qui eux, il fallait réfléchir à comment garder la sécurité sur les lieux de travail pour ne pas avec les conditions la crise sanitaire, etc. Et donc voilà, donc on a vu vraiment beaucoup de projets émerger et on est convaincu que ces projets-là, en fait, voilà, c'est bien de dire à ses collaborateurs, vous pouvez vous exprimer, mais si derrière, en entreprise, il n'y a pas un accompagnement au quotidien qui se fait et une adhésion de la direction générale et des DRH pour leur dire allez-y, rendez-vous acteurs, ça ne peut pas marcher. Cet effet un petit peu dont aujourd'hui on parle, l'effet bottom-up qu'on vient chercher, ça fait un peu d'anglicisme, mais il ne peut pas se faire vraiment sans un vrai aussi top-down. Et donc nous, chez Team Starter, là où je travaille, le but c'est pas du tout de promouvoir notre société, mais lorsqu'on accompagne une entreprise, les collaborateurs se voient confier 10 € par mois. Chaque collaborateur a 10 € par mois donnés par l'entreprise. Ces 10 € là, c'est pas en plus du salaire ou autre, c'est sur une plateforme digitale, une plateforme de levée de fonds pour monter des projets. Et à ce moment-là, les collaborateurs se retrouvent à pouvoir proposer, financer et réaliser des projets. Et la seule chose qui fera que le projet ou non est validé, si jamais il a eu toute l'adhésion nécessaire autour des collaborateurs. Par exemple, si je propose un projet à 500 € et que j'ai convaincu 50 collaborateurs de mettre leurs 10 € dans mon projet, je peux réaliser mon projet. Et au-delà de pouvoir le réaliser, j'ai vraiment toute l'adhésion de l'ensemble de mes collègues qui sont avec moi et avec qui, du coup, je vais pouvoir porter le projet. Ça, c'est hyper important. Et donc, voilà, je suis persuadé que ce sentiment d'appartenance, il peut se faire avec des projets assez quick wins, très frugaux et qui permettent vraiment à chaque collaborateur de proposer des projets à leur échelle. Et en plus de ça, les conséquences positives de tout cela, c'est qu'en plus on voit des belles montées en compétences et on voit émerger des talents qu'on n'aurait pas vu émerger. Je pense notamment à une femme de chambre de chez Sofitel qui a recyclé tous les savons à usage unique en lessive à destination des employés de l'hôtel, et maintenant elle pilote ce projet dans l'ensemble de ces hôtels. C'est une belle montée en compétences, une belle communication interne et externe pour la boîte. Donc voilà, laissons, et c'est là où je rejoins les points de RIM, vraiment l'autonomie aux collaborateurs pour leur permettre de s'exprimer sur les enjeux de leur entreprise. Voilà, je sais pas qui il faut que je laisse la main. Après, peut-être me faire un tour sur le chat parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions et je vois que certains de nos intervenants ont répondu en direct. Tout à fait. Oui, sur le chat, il y avait une question qui était posée à Marianne déjà pour nous traduire cette notion de téléange gardien parce que j'ai l'impression que ça interroge. Oui, j'ai essayé de taper la réponse en même temps, mais c'était compliqué de bien l'expliquer à l'écrit. Donc merci pour la question. Donc effectivement, les téléanges gardiens, c'est un principe qui permet finalement, c'est sur la base du volontariat déjà, et ça permet aux collaborateurs qui le souhaitent de s'inscrire et de pouvoir finalement s'occuper dans le sens budding programme d'un autre collaborateur. Donc typiquement, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de dispositif, mais ça se base sur le gorille et la cacahuète. C'est un jeu qui est appliqué au monde de l'entreprise et que finalement, une personne qui est le téléange gardien d'une autre personne va s'assurer qu'elle va bien, va organiser des cafés de temps en temps, des déjeuners, etc. Et un collaborateur est toujours le téléange gardien d'un autre collaborateur et ainsi de suite.
Donc ça crée une chaîne. Et c'est vraiment sur la base du volontariat. Et ce qui est intéressant dans le cadre d'une entreprise un peu plus large, plus grande comme la nôtre, c'est que des personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne se connaissent même pas, qui n'ont pas l'habitude d'interagir entre eux, de se rencontrer, de se familiariser l'un avec l'autre. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Merci Marianne. Je fais remonter en même temps une deuxième question d'Isabelle que je trouvais aussi assez intéressante. Elle pose un peu ce sujet des personnes que d'une certaine manière la distance pourrait arranger parce que voilà, pas forcément focalisé d'emblée sur le sentiment d'appartenance à sa structure. Et du coup, elle demande quelle est la proportion des salariés pour qui ce sentiment d'appartenance n'a jamais été une priorité et qui se sont d'autant plus éloignés de leur entreprise avec la crise. Quelqu'un souhaite répondre? Alors moi, je veux bien juste apporter une clé de lecture qui pourrait être intéressante pour la personne qui a. Je n'ai pas retenu le prénom de la personne qui a écrit ça, mais que je trouve effectivement un enjeu phénoménal. C'est la théorie de l'autodétermination. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, ce sont deux chercheurs, Edward Deci et Richard Ryan, qui ont travaillé pendant à peu près 40, voire 50 ans sur la question justement de l'autodétermination et qu'est-ce qui fait qu'une personne fait ce qu'elle fait et quels sont les leviers de motivation. Et sur les 3 besoins fondamentaux psychologiques des salariés qui ont été découverts et travaillés sur ces 50 dernières années, le premier, c'est le besoin d'appartenance. Si nous ne nous sentons pas inclus dans une structure, il est très difficile en fait pour nous de pouvoir nous impliquer en fait. Donc, c'est vraiment l'un des 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le deuxième, c'est la compétence. Enfin, le premier, c'est donc l'appartenance, mais c'est l'affiliation, hein, vous pouvez le voir avec ce terme. Le deuxième, c'est la compétence et le troisième, c'est l'autonomie. Donc, je vous incite à regarder de ce côté-là pour pouvoir voir effectivement à quel point ça impacte notre engagement au sein d'une organisation. Tu peux rappeler le nom de la théorie? Alors, c'est le continuum d'autodétermination. Je vais l'écrire sur le chat et puis je vous donnerai les références des auteurs. Vous avez de la chance, le livre a été traduit en France récemment, parce que moi, je me suis tapé en anglais il y a 10 ans, c'était compliqué. Donc, je vous envoie les références. Ouais, non, c'est vrai, je rebondis aussi un petit peu là-dessus. On aperçoit beaucoup de phénomènes d'autocensure des collaborateurs qui voudraient s'exprimer, répondre à certains irritants du quotidien et tout simplement apporter des nouvelles pratiques et des nouvelles choses, enfin bref, se rendre acteur. Et en fait, non, il y a beaucoup d'autocensure et la distanciation, en fait, favorise cette autocensure. Et donc, c'est vrai que alors après, voilà, chacun de pouvoir apporter un petit peu une solution à cela, mais c'est vrai qu'il y a un vrai point de vigilance à avoir sur ça et du coup, j'insiste sur le côté vraiment, voilà, être là pour accompagner vraiment les collaborateurs dès qu'ils ont une idée et s'assurer qu'elle aille jusqu'au bout. Peut-être moi, je veux bien rebondir sur la question d'Isabelle pour dire qu'il y a une étude qui vient de sortir faite par Microsoft justement sur le rapport au travail qui peut-être pourra vous, voilà, et qui identifie un peu une typologie de rapport au travail avec des passionnés qui seraient 16% des actifs. Qui vont être dans une recherche de travail plaisir, quête de sens, etc., vont être toujours en train de se tourner vers l'avenir, se développer. Et il y avait 26% de ce qu'ils appellent les résignés. Donc ceux qui trouvent pas vraiment, voire pas du tout de bonheur dans le travail et qui ont une vision plus, on va dire, utilitariste. Hein, il faut pas nier malgré tout que le travail est aussi un moyen d'assurer la subsistance. Donc voilà, je vous invite Isabelle à regarder cette étude parce que je pense qu'elle répond pas mal à cette question. Et c'est vrai qu'avec le travail distribué maintenant, le risque, c'est de perdre, vraiment d'avoir un décrochage total de cette population qui peut être, a un rapport au travail moins engagé ou moins passion par nature. Je vais mettre la référence dans le chat peut-être. Hop. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, Benjamin, qui te semblent intéressantes à remonter? On pourra peut-être prendre à la suite, mais peut-être je te propose de continuer, Perrine. Oui, ça marche. Ok, donc alors, tac. Donc le nouveau rôle des RH, on en a parlé, et le cas justement de e-voyageurs, on en a parlé.
Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est et encore une fois, on serait hyper preneur d'avoir vos retours à vous aussi, parce que vous le vivez également dans votre quotidien. C'est finalement quels seraient vos conseils en termes de bonnes pratiques pour continuer à mieux accompagner vos équipes. Et là, du coup, je vais laisser la parole à chacune, si ça vous va, pour partager peut-être deux conseils. Sachant que finalement, dans l'échange, il y a déjà certaines choses qui ont été dites, mais l'idée, c'est de rassembler ces conseils pour que ça puisse être utile à ceux qui nous écoutent de manière un peu plus cadrée. Donc, je crois que c'est... C'est à moi de prendre le relais, mais en fait, j'étais passionnée par une question que je voyais dans le chat de Noémie. Oui, la question de Noémie est intéressante, en effet. Ouais. Alors, bien sûr, j'imagine que vous ne nous avez pas attendu pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est tout à fait évident que ça fait déjà maintenant plus d'1 an que la question se pose, voire même déjà depuis un certain nombre d'années pour les entreprises parmi vous qui sont déjà engagées sur le télétravail d'ampleur. Moi, je crois, et c'est vraiment 4 points d'attention qu'il est nécessaire à la fois de pouvoir, avec beaucoup de pédagogie, partager avec les managers ou avec toutes les personnes qui ont une équipe dont ils se sentent effectivement responsables pour pouvoir maintenir ou en tout cas créer cette dimension du collectif à distance. Ce qu'on voit d'abord, c'est quelque chose d'indispensable autour de l'inclusion. En fait, à distance, ce qu'on remarque, et évidemment vous le voyez comme moi, c'est que l'entrée elle se fait plus rapidement. On a un lien sur une plateforme et puis on se connecte. Donc l'entrée se fait rapidement, il n'y a pas de pause café. Il n'y a pas ces lieux informels de discussion hors de la salle de travail ou entre 2 couloirs, le temps d'arriver à la salle de réunion, ou bien même à la fin d'une réunion, le temps de ranger, vous voyez vos dossiers, et puis le fait d'avoir ce temps-là, ça vous permet de continuer à avoir des discussions à la suite d'une réunion. Donc tous ces espaces informels sont restreints, voire même inexistants. Donc je lisais tout à l'heure sur le chat quelqu'un qui disait on l'avait mis en place et puis à un moment donné ça s'est arrêté. En fait, toute réunion entre plusieurs personnes va mériter d'être précédée d'une étape qu'on appelle l'inclusion, dans un jargon un peu de facilitation, mais que vous connaissez peut-être aussi, pour permettre à chacune des personnes qui entrent dans la salle de réunion, même virtuelle, de trouver sa place dans le groupe. Cette question, vous voyez, de l'appartenance dont on parlait juste à l'instant, c'est exactement de ça dont il s'agit. Et puis, ça permet aussi d'avoir envie d'interagir et de se sentir appartenir à ce collectif. Alors que, en règle générale, quand on rentre dans une réunion ou quand on se rencontre à la machine à café, ce qui se passe, c'est qu'on a la formule, je dirais magique, de ça va, oui, ça va. Là, ça va un cran plus loin. On peut parler de météo intérieure si les personnes se sentent suffisamment en confiance, mais ça peut être des questions très simples qui peuvent être ritualisées lors d'un tour de pas de table. C'est, par exemple, avec quoi tu viens aujourd'hui, quelle est ton humeur du jour, qu'est-ce que tu veux partager d'une chose dont tu as été fier, que tu as mis en place, par exemple, la semaine dernière, et qu'il serait important de partager, ou qu'est-ce qui te rend peut-être la vie un peu particulièrement difficile aujourd'hui au niveau professionnel et que tu aimerais déposer avec l'ensemble des collègues. C'est une manière de faire. Je dirais que chacune des personnes trouvera sa manière ou sa question, mais ce sont des questions fondamentales qui permettent à chacun de pouvoir juste exprimer leur couleur avant de démarrer en fait une réunion. Donc c'est pas des recettes miracles, c'est vraiment à chacun de s'approprier ce qui lui semble faire sens en fait pour créer une inclusion de qualité. Donc ça, je dirais que c'est le premier élément d'une bonne pratique. Deuxième élément d'une bonne pratique, en tout cas qui fait sens pour nous, c'est de tenir l'attention et l'attention en 2 mots. Donc c'est un jeu de mots, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. En fait, d'après plusieurs recherches des neurosciences, lorsqu'il s'agit d'écouter une personne sans rien faire d'autre, donc une personne seule qui parle, notre cerveau décroche au bout d'une dizaine de minutes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans notre co-animation, nous passons le relais, de façon à ce que ça reste dynamique. Eh bien, vous voyez, en réunion, où on vient dans un temps de présentation, il est fort probable que les personnes tiennent plus longtemps que 10 minutes pour pouvoir présenter un fichier PowerPoint, des chiffres, etc., avec des points par rapport à l'activité. Et donc, vraiment, les tentations, et vous le voyez certainement au quotidien, même peut-être vis-à-vis de vous-même quand vous êtes convié à une réunion, c'est que
les tentations de faire autre chose, elles sont trop grandes quand on est à distance. On peut lire des mails en parallèle, on peut s'envoyer des SMS, on peut utiliser la messagerie de chat en privé, et tout ça est tellement facilement à portée de main que pourquoi s'en priver quand on s'ennuie en réunion? Alors, quand on est en présentiel, on est un peu tenu par le regard des autres, on fait semblant, mais on est quand même un peu tenu par le regard des autres. En distanciel, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, je dirais, d'une certaine manière. À cela s'ajoute la force du non-verbal qui est réduite à distance, donc il est encore plus difficile de garder l'attention de votre équipe sur des monologues ou bien des présentations qui sont descendantes. Donc, une proposition que l'on vous fait, ou en tout cas une bonne pratique, c'est de réduire les temps de présentation, quitte à ce que vous adressiez en fait des documents en amont pour que les personnes qui sont conviées en prennent connaissance et que vous fassiez plutôt un point de questions-réponses lors de la réunion. Et donc, ça permet de maintenir en fait la dynamique, et ce qui nous paraît vraiment indispensable. Troisième point de bonne pratique, c'est rendre visibles les invisibles. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans l'aisance de la prise de la parole. Quand on est en présentiel, vous avez souvent des personnes qui vont parler beaucoup, qui peuvent même monopoliser la parole, par exemple, en tout cas qui ont une aisance à l'oral. Et puis vous avez des personnes qui aiment un petit peu moins ça, qui sont pas forcément très à l'aise. Donc, comme on n'est pas très égaux, ce qui rend encore plus les choses difficiles en distanciel, c'est que les écarts peuvent se creuser. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment très à l'aise en présentiel peuvent être encore plus à l'aise en distanciel, et ceux qui ont plutôt une tendance à se taire ou à ne pas beaucoup prendre la parole peuvent encore moins prendre la parole. Donc, poser en amont, par exemple, au démarrage d'une session de travail ou d'une réunion, des règles claires sur la manière dont la parole circule et faire en sorte de rendre visibles les personnes qui prennent moins la parole en leur donnant la parole, ça nous paraît vraiment essentiel. Autre chose, quand on est en distanciel, et notamment en réunion, souvent, les caméras peuvent être bloquées. Moi, je le vois dans mon quotidien, notamment quand j'anime des sessions. Les micros sont en mute, les caméras sont éteintes. Alors, quand on est manager ou quand on doit animer une session, quand on est RH et qu'on a aussi un rôle en tant qu'interlocuteur, franchement, on peut se sentir très seul. Et donc, par rapport à cette question de l'appartenance ou cette question de faire sens du collectif à distance, c'est carrément mission impossible pour un certain nombre d'entre nous. Et souvent, l'excuse qui est avancée, c'est une qualité du réseau qui est insuffisante et c'est difficile à contredire. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui dit j'ai pas une qualité de réseau suffisante pour avoir la caméra? Et tout le monde n'a pas la fibre, et tout dépend du nombre de personnes qui vont travailler du même endroit. Il y a certaines personnes qui travaillent seules chez elles, et puis il y en a d'autres qui vont partager également leur réseau avec d'autres personnes. Donc tout ça peut se comprendre. Ce qu'on vous suggère, en tout cas, une de mes pratiques, c'est d'inviter les participants, en tout cas, à garder les caméras actives, spécialement lorsqu'il y a des temps de contribution, quand ils s'expriment. De vraiment le nommer et le demander, parce que ça permet aussi de conserver ce lien avec les autres. Donc, il y a besoin aussi de beaucoup de pédagogie et probablement d'un cadre un peu ferme à certains endroits, parce que c'est au service, en fait, du collectif. Et puis, quatrième point, c'est cultiver le feedback sur le comportement et non sur la personne. La difficulté que je vois et qui m'est partagée par un certain nombre de personnes, de RH et de managers, c'est que souvent, dans ces temps de crise, on va aller à l'essentiel, à l'urgence, c'est-à-dire comment fait-on front ensemble pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Or, la culture du feedback, c'est pas simplement quand on a le temps. C'est aussi justement dans ces moments-là que c'est nécessaire de pouvoir continuer à le maintenir. Et puis Camille et Marianne et Edouard vont vous présenter d'autres bonnes pratiques. C'est vraiment dans ces moments-là où c'est important qu'il y ait des temps soit en binôme, soit en petits groupes où les équipes peuvent être splittées, par exemple, dans des salles différentes pour pouvoir se donner et ritualiser un temps de feedback sur leurs pratiques et sur leur comportement. Donc, un feedback, c'est vraiment une information qui va aider une personne à atteindre ses buts et qui va l'éclairer sur les actions qui ont été efficaces et ces actions qui n'ont pas forcément été efficaces sur des points précis. Donc, une recommandation, c'est d'organiser, par exemple, chaque mois, un point en visioconférence pendant lesquels les membres de l'équipe vont pouvoir se parler, se faire des retours constructifs sur leur travail de façon saine et de façon transparente. Voilà quelques bonnes pratiques issues de mon expérience et je passe la main à Camille pour la suite. Oui, en tout cas, c'est déjà très riche comme conseil et je crois que ça répond à quelques commentaires du chat. Donc Camille, c'est pas encore toi, non. C'est Marianne. C'est le jeu des... C'est ça, la prochaine slide, c'est à qui?
Oui, donc effectivement, moi, je voulais juste mettre l'accent sur deux points qui me paraissaient les plus importants parmi un certain nombre que j'ai listés en amont. Je pense qu'un premier point, c'est vraiment de créer des espaces informels, de vraiment dédier des moments à des échanges informels. Donc, je vais prendre un exemple qui parlera peut-être à un grand nombre. C'est en amont d'ateliers d'idéation, de brainstorming, etc. Il y a toujours des moments, un moment dédié qu'on appelle icebreaker. Il y a une panoplie voilà, d'exercices icebreaker qui permettent finalement de provoquer les meilleures conditions d'échange possibles par la suite. L'idée, c'est de pouvoir créer ce même type de moment dans le cadre de soit de nos réunions, soit d'autres types d'échanges, en tout cas à distance, pour simplement se retrouver en tant qu'individu au-delà de tout formalisme, que ce soit lié à l'organisationnel, à la hiérarchisation des relations, simplement pouvoir se retrouver entre individus et pouvoir échanger de manière informelle pour créer les meilleures conditions par la suite d'échanges formels ou voilà dans le cadre de brainstorming par exemple. Un autre point, c'est effectivement, donc Rim l'a déjà abordé, c'est effectivement de créer des rituels. Donc, j'ai vu un peu plus bas aussi dans le chat la question des rituels abordés. Je pense qu'il est essentiel d'instaurer des rituels qui permettent finalement de forger, encore une fois, l'esprit d'appartenance et de finalement se retrouver dans des moments de convivialité qu'on connaît, que ce soit des rituels typiquement, voilà, si on se connecte, on allume tous la caméra et chacun vient avec un nouveau fond d'écran, ça permet potentiellement d'engager un nouveau rythme, une nouvelle dynamique à la réunion, ou de par exemple partir sur le mood du jour, d'organiser des petits moments comme ça dédiés qu'on connaît par avance et qu'on prépare en avance et qu'on a hâte finalement d'expérimenter avec son équipe. Voilà, cette mise en place de rituels est à mon sens essentielle pour continuer à entretenir l'esprit d'appartenance même à distance. Un deuxième point que je voulais soulever, c'est effectivement de mettre en place des outils adaptés dans la logique de renforcer la solidarité. Étant donné qu'on n'est pas tous égaux face à la distance, finalement, que ce soit dû à un écart générationnel ou à un écart peut-être de personnalité ou de tempérament, on n'est pas tous égaux face à la distanciation sociale, on n'est pas tous égaux par rapport au mode de fonctionnement. Et à mon sens, il relève de la responsabilité du manager et de l'entreprise de mettre à disposition les outils et les dispositifs adaptés qui permettent de gommer un maximum ces différences. Donc, ce soit au travers de formations, d'outils informatiques, de guides pratiques. Simplement ce type d'outils qui peuvent favoriser en tout cas une équité le plus possible entre les différentes personnes qui échangent à distance. Voilà pour ma part. Du coup, je ne sais pas, je passe la parole à Camille, j'imagine. Non, c'est Edouard. Ah. C'est très attendu. C'est ça. Gros teasing, mais Edouard a aussi de très bons conseils à vous proposer. Effectivement, enfin j'espère. Oui, non, c'est vrai que voilà, comment garder vraiment les initiatives des salariés malgré la distance. Bon, il y a déjà, nous on observe déjà quelque chose en entreprise, c'est que en quelque sorte les cartes sont quand même pas mal rebattues dans le sens où le télétravail a cette qualité, on n'entend plus forcément ceux qui parlent fort dans les bureaux et qui se font entendre très facilement, mais et qui n'ont pas forcément tout le temps d'excellentes idées, mais malheureusement c'est quand même eux qu'on entend le plus. Là, avec le télétravail, ceux qui se mettaient un petit peu plus d'autocensure ne se retrouvent pas forcément étouffés par ces personnes-là. Nous, on vient vraiment chercher justement les idées des collaborateurs qui sont beaucoup plus dans l'ombre et qui pour autant ont des très bonnes idées. Faut vraiment veiller aussi à cette population-là.
pour nous, c'est vraiment voilà comment permettre à chaque collaborateur d'exprimer ses talents au service de l'entreprise sur des choses beaucoup plus, sur des moments exactement comme vous venez de le dire, mais beaucoup plus informels. Et pour moi, le vrai challenge RH, il est d'animer et de faire vivre cet ADN dans l'entreprise. Sinon, c'est un phénomène naturel, comme toujours, comme tout. Si c'est pas animé, si c'est pas vivant, ça va forcément s'essouffler. Nous, on a vu des beaux projets qui ont pu se faire dès le premier confinement, notamment. Et voilà, ça peut être une petite boîte à outils pour vous, de projets que vous pourrez reprendre et contextualiser en fonction de votre entreprise et de vos enjeux. On a eu des beaux projets qui s'appelaient Vie ma vie. Enfin, en fait, c'est tout simplement le directeur général ou un peu du C-level qui s'implique aussi. C'est important d'impliquer aussi ces personnes-là qui témoignent de leurs tâches quotidiennes, de ce qu'ils font. Et ça permet déjà de beaucoup plus rapprocher et de désiloter beaucoup plus l'entreprise. Et ça permet de réaccentuer ce sentiment d'appartenance parce que quand un N+1 s'exprime sur ce qu'il fait au quotidien, ça peut aussi donner envie aux collaborateurs hiérarchiquement entre guillemets en dessous de vouloir rester dans cette entreprise et de vouloir monter en compétences. C'est également aussi très important d'offrir aux collaborateurs une vision claire parce que c'est vrai qu'avec le Covid, le confinement, etc., tout devient un petit peu flou. Et c'est important de redonner une vraie vision aussi de comment, quelles sont les perspectives d'évolution et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on évolue dans l'entreprise. On a eu d'autres projets, alors forcément du coup à distance, mais ça peut tout à fait être on a eu des projets comme une chorale en ligne sur YouTube Live entre collaborateurs. Ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais franchement, quand vous voyez l'engouement que ça a autour et les répercussions, et ensuite pour attirer des nouveaux talents et leur dire vous voyez, quand vous allez nous rejoindre, vous allez pouvoir vous exprimer et on a des beaux projets comme ça qui voient le jour. En fait, c'est quand même un vrai game changer. On a des escape games en ligne. On a eu un collaborateur passionné de vin qui a fait une dégustation et des cours d'œnologie à distance. Voilà, il y a eu d'ailleurs j'avais proposé que chacun ait une bouteille mais c'était pas dans le cadre. Non, mais voilà, effectivement, il faut retrouver des projets comme ça parce que mine de rien en entreprise quand on est en présence, c'est plutôt des petits moments qu'on retrouve à la machine à café ou à côté du baby foot ou de la corbeille de fruits qui peuvent un petit peu améliorer, mais là qu'on n'a plus. Et c'est, je le répète, c'est vraiment encore une fois vraiment au manager d'animer et de faire vivre cette démarche parce que elle peut pas vivre d'elle-même toute seule, elle va s'essouffler. On peut peut-être compter sur un petit effet waouh du début qui fait que les 2-3 premiers mois ça va marcher, on pourra avoir un peu d'adhésion, mais après comme toute chose ça peut vite s'essouffler, donc il faut pas perdre ça de vue. Voilà pour mes petits conseils. Et du coup c'est quand même un rôle qui a évolué aussi avec ce contexte. Toi, comment animer ça sur la durée et à distance? Faut vraiment développer, j'imagine, sa créativité, mais même autrement. C'est super que tu nous aies partagé des exemples concrets parce que peut-être que ça peut en inspirer certaines. Après, on en a eu pas mal des exemples qui rejoignent ce que tu disais dans nos contributions de témoignages. Donc, c'est chouette, toutes ces inspirations. Eh bien, Camille, du coup, la si attendue intervention sur tes beaux conseils, alors, du coup. Oui, alors je vois surtout que l'heure tourne et je voudrais qu'on garde le temps quand même pour quelques questions. Pour répondre aux questions. En plus, c'est en train de se dissiper dans le chat, là. Donc, je crois qu'il faut finir avec ce top-down. Non, simplement pour, en complément de tout ce qui a pu être dit, moi, je voulais de manière très concrète, vous faire un retour d'expérience puisque, moi, j'accompagne, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions de nouveaux modes de travail, de nouveaux espaces de travail, et là, donc, tout d'un coup, c'est vraiment devenu en haut de l'agenda. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en accompagnant, là, au dernier trimestre 2020, une entreprise de 250 personnes dans le secteur de l'environnement et qui, justement, voulait vraiment remettre à plat ces modes de travail, en vision 360 pour tenir compte de 2020 et ses bouleversements. Et en fait, en mettant en place comme ça, c'est très complémentaire à ce que tu viens de dire, Edouard,
en fait des ateliers, en mobilisant les salariés pour vraiment les faire prendre part, devenir acteurs de leurs conditions de travail. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup comme ça, hein, en co-design avec les salariés, d'abord avec la direction, les managers et puis également les collaborateurs. Et bien, en fait, on s'est rendu compte que vous avez là, avec cette matière du renouveau des pratiques de travail, des conditions de travail, vraiment une opportunité en fait pour faire vivre un travail transverse et que particulièrement dans ce moment où les entreprises sont distribuées, on n'a plus cette agora qui est le bureau, et ben c'est bienvenu parce que, et ça moi je le vois dans les entretiens one-to-one que je fais avec pas mal de dirigeants que j'interviewe, et bien si c'est plus ou moins facile et naturel de maintenir le lien avec son équipe, avec ses interlocuteurs du quotidien, et ben le reste, qu'on pourrait dire les liens faibles, les gens qu'on prenait plaisir à croiser à la machine à café, le temps du midi, mais qui sont pas forcément dans notre écosystème direct d'interlocuteurs, et ben ces liens, ceux-ci disparaissent. On n'a plus de prétexte en fait. Et donc pousser des projets transverses qui ont trait aux conditions de travail ou autres, hein, comme Edouard disait, autour de la RSE, ou via l'exemple justement, l'outil qu'ils ont mis en place, c'est vraiment des super opportunités pour un peu renouveler les liens, l'interconnaissance dans l'entreprise. Moi, le mot que j'avais bien aimé, qu'on m'avait dit en atelier, c'était apporter du sang neuf. Et voilà, je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça, d'autant plus où, en fait, en un an de ce régime, l'entreprise, elle continue à vivre. Il y a des nouveaux, des gens qui sont arrivés dans ce contexte-là, qu'on n'a pas forcément croisés, etc. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment de faire de ce temps qu'on vit une opportunité pour faire que tout le monde s'empare de cette réflexion. Et je conclurai, mais sans donner trop d'exemples, sur aussi prendre le temps de célébrer toutes les victoires, vraiment créer une culture de la reconnaissance, de la gratitude. Donc il y a plein de façons de le faire, créer des outils partagés, des murs du positif, un peu comme le mur des fiertés RH de tout à l'heure. Quand vous faites un projet, mettre la liste des contributeurs à la fin, un peu comme des génériques de films. Enfin voilà, tout ce qui va pouvoir encourager comme ça cette culture de la reconnaissance, de la gratitude et promouvoir des liens interpersonnels de qualité à un moment où on se voit moins. Voilà. Ou pas. Ou pas, voire pas. J'en profite pour du coup faire remonter un petit peu les questions qui sont apparues sur le chat. Je reviens un petit peu en arrière, mais ça me semblait vraiment intéressant. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été partagés aussi en parallèle. Mais deux questions, je vais les citer d'un coup et puis vous répondrez à celles que vous souhaitez. Il y a Aurore qui nous demande comment on fait pour bien définir finalement dans ces actions qu'est-ce qui relève du périmètre des managers, de l'initiative personnelle et qu'est-ce qui relève de l'initiative des RH. Donc, première question. Et puis, deuxième question de Noémie / Patricia, on est encore en débat. L'engagement, le sentiment d'appartenance, est-ce que vous avez insisté là-dessus, notamment Rim au départ, est-ce que c'est toujours un enjeu aussi important, même pour les millennials, où on a l'impression que ça se perd un petit peu? Mais je veux bien peut-être répondre à cette deuxième question rapidement, vraiment vue de ma fenêtre, et compléteront mes partenaires de jeu aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai 43 ans, donc ça pique un peu quand je pense à la génération millénium qui arrive sur le monde du travail. Je vois aussi plein de personnes autour de moi, de managers, qui se plaignent de la manière dont aujourd'hui ils abordent, en tout cas c'était avant le confinement, mais la manière dont les réunions se passaient, où ils étaient à longueur de journée sur leur téléphone portable, qu'on avait l'impression qu'ils n'étaient pas très engagés dans ce qu'ils faisaient, qu'ils revendiquaient à corps et à cri un équilibre vie pro, vie perso, au détriment peut-être du contenu. Moi, j'ai la conviction que, en tout cas, avec cette pandémie, avec ce contexte sanitaire, les cartes sont également rebattues et que j'ai vraiment confiance dans ces nouvelles générations pour aller porter leur engagement vers là où ça a du sens. Et c'est peut-être là où ça vient nous stimuler, nous, dans nos générations qu'on a ou dans notre expérience de RH, c'est comment contribuer à faire du sens, en fait, dans le contenu des missions que l'on fait. Bien sûr qu'il y a une question, évidemment, de besoin d'assurer un toit sur sa tête et d'avoir une rémunération pour subvenir à nos besoins. C'est évident, physiologique. Et en même temps, je pense que ces jeunes générations viennent nous challenger sur le sens. Pourquoi je fais ce que je fais, en fait, et quel est le sens que ça a, notamment au regard des grands enjeux climatiques,
écologique, systémique aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment une question dont les entreprises et les RH vraiment doivent se saisir, parce que tant qu'on ne répondra pas à cette question sur c'est la qualité et le sens que les missions sont constituées, eh bien, on ne pourra pas forcément fidéliser des jeunes générations qui vont vraiment nous interroger sur cette question-là et maintenant beaucoup avec insistance, et je crois qu'ils ont vraiment raison. Et je fais une petite dédicace à David Graeber qui est décédé l'année dernière, mais qui a beaucoup parlé des bullshit jobs, et je vous invite à aller explorer cette piste-là parce que je pense que les jeunes générations ne sont pas naïfs sur cette question. Voilà, je passe la parole à mes camarades. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir du coup? Ou est-ce qu'on passe à une Moi, je veux bien peut-être répondre à la question d'Ornella sur le temps, parce que je pense que c'est une question essentielle et je pense que c'est une question qui est un petit peu parfois passée à la trappe, et je pense notamment à tout le discours en ce moment qui est très très fort sur la question de l'articulation du pro du perso, la question de concilier toutes les facettes de nos vies avec le télétravail, cette porosité qui est devenue totale et le débordement total, et avec à la clé en fait l'allongement de la durée de travail. Là encore, pour citer l'étude dont je parlais tout à l'heure de National Bureau of Economic Research, il avait constaté que c'était 48 minutes de plus par jour la journée de travail pendant le confinement, donc c'est pas rien, presque 1 heure. Et donc moi je pense que vraiment sous ces questions-là se cache une vraie question de la charge de travail et un peu des démultiplicateurs de travail qui naissent aussi de ces nouvelles façons de travailler, parce que plus de réunions, connexion permanente, surcharge collaborative, c'est un concept aussi qui a été mis au jour par des chercheurs, trop de demandes en fait, qui fait qu'on a plus le temps pour la production individuelle. Et donc oui, moi je vous invite, et je rejoins totalement Ornella, le sujet de la charge de travail et de traquer les démultiplicateurs de charges et finalement de charges inutiles parfois, de bureaucratie est essentiel si on veut aussi pouvoir maintenir ce lien, parce que c'est évident que dans le cadre d'un lien de subordination, le salarié il va d'abord toujours chercher à bien faire son travail, et que les petits nice to have dont parlait Marianne, qui sont essentiels pour faire vivre le collectif, ils passeront toujours en deuxième. Donc ça, c'est clair que cette question, elle est clé. La question de la charge. Peut-être un tout peut-être juste un tout petit mot pour la personne qui nous a interrogé sur finalement ce qui relève des managers et puis des RH. Évidemment, grande question. RH, vous avez un rôle, vous êtes vraiment plus que des padawans, vous êtes vraiment des Jedi dans la mission qui vous est confiée depuis un certain nombre d'années maintenant. Et beaucoup de responsabilités aussi, mais pour moi la responsabilité des managers, elle est vraiment dans celle de répartir les missions et d'aller regarder quelles sont les compétences qui sont au service des missions. Et que pour moi, un rôle de RH, c'est vraiment de soutenir les choix et la responsabilisation des managers, mais également des collaborateurs dans leur parcours pour qu'ils puissent être acteurs et auteurs de leur parcours de vie professionnelle. Et je crois que c'est important quand on est RH de pouvoir vraiment à la fois soutenir des managers qui sont en souffrance, pour beaucoup aujourd'hui, qui se posent vraiment des questions sur leur rôle, et à la fois aussi des collaborateurs qui vont pouvoir avoir tendance aussi à déléguer la responsabilité à leur manager en disant c'est eux qui décident, c'est eux qui savent pour moi. Donc comment on rend acteur en fait chacune des personnes, je crois que ça fait partie des missions des RH. Bon, est-ce qu'il y a une autre question, Benjamin, ou est-ce que vu que là il est... Oui, n'importe de l'heure. Je pense qu'on va libérer effectivement, comme on s'y tient, chaque personne sur le timing, et justement pour que vous puissiez faire ce que vous souhaitez après. Ouais, peut-être vraiment en petite conclusion, et encore un grand merci à vous quatre pour tous vos apports, vos réactions. Moi, si je retiens quelques mots, je retiens la dernière phrase de Rim qui est finalement le rôle du RH, c'est être acteur, mais aussi de rendre acteur les équipes. On est dans une phase de transition managériale, donc comment accompagner ces transitions qui sont face à des risques de désengagement, d'interaction sans qualité,
de changement, vraiment d'adaptation. Et du coup, avec un besoin aussi de créer ce sentiment d'appartenance entre les équipes. Donc voilà, les différentes bonnes pratiques qu'on a vues, c'est revoir sa pratique de réunion, cultiver le feedback, proposer des espaces dédiés à l'informel, encourager les initiatives des salariés, donc plus d'autonomie, d'engagement, pousser des projets transverses, cultiver les célébrations. Et voilà, vraiment, ces nouveaux défis, on est bien conscient que vous êtes avec beaucoup de charges, donc on est avec vous et puis on vous partage aussi le mur des fiertés que Benjamin a mis dans le chat parce que ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qui existe comme possibilité. Merci à chacun, chacune pour votre participation et puis on vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci à tous. À demain. Oui, merci. Au revoir. Merci à tous. À demain pour les prochains épisodes.